récemment, il y a eu le procès au correctionnel de Casino. Et vous avez une personne qui est venue expliquer à la barre que sa conjointe avait eu le malheur d'investir dans Casino, qu'elle avait même pris un prêt dit in fine, assis sur une hypothèque de sa maison. Donc je ne sais pas comment la banque a pu laisser quelque chose comme ça. Et que là, elle est obligée de vendre sa maison pour rembourser la banque parce qu'elle avait tout perdu dans le casino. Il y a une société clairement qui est un exemple, c'est la société Wirecard en Allemagne qui était sur le DAX 30. Qui est un système de paiement, c'est ça ? Qui était système de paiement, et malgré les signaux d'alerte qui avaient été lancés par des vendeurs à découvert très tôt, il a fallu des années pour qu'il y ait suffisamment de suspicions pour qu'on s'aperçoive que sur un compte bancaire aux Philippines, il manquait 2 milliards d'euros, et ce qui a entraîné la chute, et que ça a été un traumatisme pour les autorités allemandes, forcément un traumatisme pour les investisseurs qui avaient misé sur cette boîte, et ça a montré un dysfonctionnement manifeste des institutions allemandes. Alors, il y a plusieurs types de ventes à découvert, bien sûr. Alors, dans le Big Short, qui est effectivement un super film parce qu'ils ont réussi, à partir d'une histoire qui est autour de la crise des subprimes, à arriver à faire un film tout en gardant quand même un certain niveau de technicité. Moi, j'ai dû le regarder 5 fois pour comprendre. Donc, dans The Big Short, en fait, ils vont anticiper qu'il y a des obligations sur les marchés qui sont liées à des achats, si je schématise, de maisons, qui ne sont pas à un cours qui est le reflet du risque généré par la bulle immobilière qui est sous-jacente. C'était des obligations qui étaient de rang A, donc de très bonne qualité en apparence sur le marché. Mais qui en réalité, il y avait un risque sous-jacent qui n'était pas apprécié par les agences de notation. Et du coup, ces investisseurs, en allant faire le sous-jacent, en allant même porte à porte, c'est ce qu'on voit dans le film, ils vont comprendre qu'en fait, il y a une énorme bulle et que du coup, il faut shorter. Donc ça, c'est un cas extraordinaire et unique, mais c'est pas le cas fréquent. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Libéral. Libéral, c'est un podcast qui est dédié aux professions réglementées du droit et du chiffre. Notre objectif, c'est de vous faire découvrir des personnalités incroyables qui ont de la vision, qui tentent des choses, qui mettent en place des choses et qui font bouger leur métier. Vous rencontrerez des sommités de ces secteurs d'activité, vous rencontrerez des jeunes qui lancent leur structure et surtout vous rencontrerez des gens qui ont de la vision. Notre objectif, c'est vraiment de vous partager des parcours incroyables, que vous puissiez apprendre et découvrir de gens inspirants pour faire en sorte de toujours vous éveiller. Un petit mot sur Libéral Group. Libéral Group, c'est un groupe d'entreprises à destination des professions libérales réglementées et notre objectif, c'est de les accompagner dans leur performance et dans leur croissance. Aujourd'hui, on opère avec 3 activités que sont la société Ourama, la société Neria et la société Libéral Conseil. On s'intéresse à la visibilité, au recrutement et au conseil en stratégie et opérationnel grâce à ces 3 activités. Concrètement, on a déjà accompagné plus de 600 structures, dont à peu près 45% de cabinets d'avocats. Et notre enjeu, c'est de devenir les leaders européens de l'accompagnement de ces professions. Un petit mot encore avant de finir, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, à diffuser au maximum ce podcast autour de vous. C'est grâce à ça qu'on arrive à avoir toujours des gens encore plus inspirants, toujours des invités de plus haut de gamme et qu'on continue à faire ça gratuitement. Je vous en dis pas plus sur nous et je vous laisse découvrir ma conversation avec l'invité et je vous souhaite à tous une bonne écoute. Salut Sophie Vermeil. On se connaît depuis quelques années pour une simple et bonne raison, c'est que moi je t'ai rencontré dans un amphi à la CCI de Paris. Je lui donnais un cours à HEC sur le restructuring et notamment la vision américaine du restructuring et une vision que tu défends sur le Chapter 11 et le Chapter 7. On va expliquer ce que c'est et tu vas expliquer ce que c'est. Et j'aimerais bien que tu puisses nous expliquer qui tu es également. En tout cas, merci Valentin de me recevoir. C'est vrai que la dernière fois qu'on a fait podcast ensemble, ça date un peu. Et la dernière fois que j'ai donné des cours à HEC Entrepreneurs sur le droit des entreprises notifiées version américaine, ça date encore sévèrement mieux. Donc tu me rappelles que le temps a passé. En quelques mots, déjà je suis la fondatrice du seul cabinet en France aujourd'hui qui défend exclusivement les investisseurs. Ce qui est un marché compliqué. Parce que quand je dis investisseurs, je parle des investisseurs dits externes, c'est-à-dire qui ne sont pas les actionnaires de contrôle qu'on voit sur la place de Paris et par définition qui ne sont pas non plus les directions générales du CAC 40. C'est des actionnaires minoritaires ou ça peut être les majos ? Non, jamais les actionnaires majoritaires, mais quand j'utilise le mot externe, c'est pour la raison que il y a quelques sociétés en France, de grosses large cap, là on parle, okay. Qui ne sont pas détenues par des actionnaires de contrôle, c'est-à-dire uniquement par beaucoup d'actionnaires minoritaires. Mais comme il n'y a pas de majoritaire, ça fait un peu bizarre de les appeler minoritaires et donc je les appelle... Par exemple, Vincent Bolloré qui détient 20% de Vivendi est considéré comme majoritaire parce que le capital est tellement éclaté qu'en réalité, avec cette minorité, il a quand même le contrôle.
Alors là, tu touches à un gros sujet du moment sur la place, que récemment, la Cour d'appel de Paris a considéré qu'il avait même exercé un contrôle de fait en dépit du fait qu'il était qu'à 29,9. D'accord. Et là, ça nous emmène sur un terrain juridique qui, glissant, dont on n'abordera pas. Exactement. Ok. Donc... Mais tout ça pour dire que, pour revenir à ma practice, oui, on est le seul cabinet. On pense que... Alors, je suis arrivée par là, je ne me suis pas levée le matin en disant, tiens, je vais créer un cabinet pour que les investisseurs. Donc, j'ai fait... après avoir fait les grands cabinets, j'ai créé mon cabinet, maintenant ça fait quand même 8 ans, 7 ans et demi. Au début, j'ai fait des choses classiques de petits M&A, de restructuration de dette que ferait un petit cabinet qui vient du monde des grands cabinets. Et puis, il y a eu le dossier Casino qui a changé le cours de ma carrière et qui a fait qu'au fur et à mesure, mais ce n'était pas du jour au lendemain, j'ai engrangé de l'expérience en défendant les droits d'actionnaires minoritaires dans des situations où il y avait un actionnaire de contrôle ou en conseillant des investisseurs en général sophistiqués, donc dans le monde des hedge funds, par rapport à des sociétés qui n'avaient pas forcément un actionnaire de contrôle ou des sociétés, effectivement, dont on pouvait dire qu'ils diffusaient de l'information trompeuse et ils avaient, du coup, comme stratégie d'investissement de vendre à découvert. On peut le dire, tu es une avocate que j'admire beaucoup, sans te faire de flagornerie, mais de toute façon, tu le sais. Pour une simple et bonne raison, c'est que tu en as pris plein la gueule. Ça, c'est clair. Tu as été mis sur les plateaux de télévision, tu as été mis sous le feu des plus grands avocats de la place qui ont tiré à balles réelles sur toi. Enfin, presque balle réelle, autrement je ne serais pas là. T'as peut-être la peau dure. C'est évidemment une métaphore pour dire qu'ils y ont été vraiment très très forts. Et t'as aussi tapé sur de grands dirigeants du CAC 40 où t'as jamais mâché tes mots. J'ai donc beaucoup d'admiration pour ça, parce qu'il faut quand même avoir du courage. Avoir la liberté surtout. Ouais, mais... Enfin, il y a aussi un peu de courage, qu'effectivement, parce que ta vie a quand même changé. Oui, et puis je suis obligée d'organiser ma vie personnelle d'une certaine façon pour laisser le moins possible de prise. Hein. Ça, c'est une réalité qu'il faut savoir. Et tu as été aussi targuée d'être la défensrice en réalité de ces méchants fonds d'investissement qu'on appelle des shorters ou des hedge funds. Alors, il y a plein d'hedge funds qui ne font pas de stratégie de vente à découvert. Okay. Mais oui, dans le dossier Casino, je suis rentrée en me présentant comme avocate de fonds qui avaient anticipé que malheureusement, dans un premier temps, Rallye, la société holding de Casino, allait faire faillite. Et comme la place a laissé Jean-Charles Naouri garder le contrôle, il a aussi embarqué Casino dans la chute, quoi. Très clair. Donc... Et ça, c'est vrai ou pas ? T'es l'avocate des shorteuses et c'est OK ou pas ? Oui, je l'assume totalement, parce que quand on comprend en fait les mécanismes de marché, c'est important de savoir que pour que des marchés financiers fonctionnent, les cours de bourse ou les cours auxquels s'échangent les obligations d'une société qui fait appel au marché, c'est important que ces cours soient le reflet du sous-jacent. Pourquoi ? Par exemple, une société qui va diffuser de l'information trompeuse au marché, ça va lui permettre de moins payer, d'avoir un coût de l'argent qui est plus faible. C'est-à-dire cette société, donc typiquement à un moment Casino, s'endettait à des conditions qui étaient pas chères du tout par rapport au niveau de risque qu'il présentait. Et donc, il y avait une rupture en termes de concurrence par rapport à Carrefour, par rapport à Auchan, qui du coup avait un coût de l'argent qui était objectivement plus cher, alors même plus cher par rapport à Casino, à situation d'endettement égale, d'accord ? Donc ça crée des déficits de concurrence, ça crée des fausses informations pour les actionnaires. Voilà, ça crée des bulles, et du coup quand la bulle explose, en fait, si elle explose très longtemps après que les stratégies de diffusion d'informations trompeuses ou de violation des règles comptables arrivent, et à ce moment-là, au lieu que vous ayez 1 milliard, 2 milliards de capitalisation boursière qui s'écroule, vous avez plus de 10 milliards, et il y a une société clairement
qui est un exemple, hein, c'est la société Wirecard en Allemagne, qui était sur le DAX 30. Qui est un système de paiement, c'est ça? Qui était système de paiement, et malgré les signaux d'alerte qui avaient été lancés par des vendeurs à découvert très tôt, il a fallu des années pour qu'il y ait suffisamment de suspicions pour qu'on s'aperçoive que sur un compte bancaire aux Philippines, il manquait 2 milliards d'euros, et ce qui a entraîné la chute, et que ça a été un traumatisme pour les autorités allemandes, forcément un traumatisme pour les investisseurs qui avaient misé sur cette boîte, et ça a montré un dysfonctionnement manifeste des institutions allemandes. Parce qu'en plus, sur cette boîte-là, la différence entre la capitalisation réelle initiale et celle qu'il y a pu avoir à la fin, c'est une perte de 21 milliards, c'est ça? On est passé de 22 à 800 millions. Je ne sais plus combien était la CAPI, mais on parlait de milliards et de milliards. Et ce n'est pas seulement la CAPI au niveau des actionnaires, c'est aussi le montant des dettes obligataires. Et donc, dans l'histoire, il y a des actionnaires qui ont perdu leur chemise, il y a des obligataires, et derrière les obligataires, il y a des particuliers qui vont mettre l'argent dans des produits obligataires. Donc, à la fin, il y a toujours des perdants. Et souvent, malheureusement, ce qu'on ne voit pas, surtout en France, parce que là, on a quand même eu plusieurs cas de sociétés dont la capitalisation boursière a diminué de manière significative en très peu de temps, c'est qu'on ne voit pas les situations de détresse qui peut y avoir, c'est-à-dire des particuliers souvent un peu âgés qui n'ont pas suffisamment diversifié leur épargne et avec des situations catastrophiques. Et récemment, il y a eu un procès au correctionnel de Casino, et vous avez une personne qui est venue expliquer à la barre que sa conjointe avait eu le malheur d'investir dans Casino, qu'elle avait même pris un prêt dit in fine, assis sur une hypothèque de sa maison, donc je ne sais pas comment la banque a pu laisser quelque chose comme ça, et que là, elle était obligée de vendre sa maison pour rembourser la banque parce qu'elle avait tout perdu dans le casino. Et ça, la presse n'en parle pas assez. La presse parle beaucoup, effectivement, du sort, à juste titre, des salariés de Casino au siège de Saint-Étienne qui ont perdu leur job, mais parce qu'ils sont très visibles, il y a les syndicats, on sait où les chercher. Mais le courage qu'a eu cette personne à la barre du tribunal correctionnel, il y en a, c'est plus difficile qu'il s'exprime. Il y en avait un autre aussi, toujours à la barre, qui a suivi la première personne dont je viens de parler, qui a dit au tribunal, à la présidente, j'ai honte, mais je ne peux pas me taire. Et taire et être complice. Et cette personne était admirable, et elle a expliqué à la fois pourquoi elle avait la honte, parce qu'elle n'avait pas diversifié son épargne, elle s'était fait avoir, mais en même temps qu'elle ne pouvait pas venir témoigner pour que le tribunal, au moment de juger ce qui s'est passé, ait en tête le sort de ces anonymes. Donc moi, j'ai pas du tout l'impression d'être du côté du côté obscur de la force. Mais est-ce que ces grandes entreprises optimisent leur comptabilité, les informations délivrées au marché dans un cadre légal, c'est-à-dire qu'on leur permet une latitude d'optimisation de leur ligne, ou est-ce qu'en réalité on est déjà sur le pan de la fraude? En fait, il y a toute une gradation. Quand on parle de fraude, c'est un grand mot, d'accord ? Ok. Donc, tu peux avoir un cas comme Wirecard qui est très atypique. C'est-à-dire, au début, Wirecard, il faisait de l'argent dans l'industrie du porno et dans l'industrie des paris en ligne. À un moment donné, les autorités américaines ont sifflé la fin de la partie, et donc ils se sont retrouvés brutalement avec une activité, du coup un pan d'activité qui était plus légal, et ils se sont mis à ce moment-là à frotter, et donc ils ont créé une activité de service de paiement. Enfin, ils l'ont développée, elle était déjà sous-jacente, mais du coup ils ont fait le choix du jour au lendemain de trouver une solution à la fin de leur marché, d'une grosse partie de leur marché, en étant une énorme fraude. Donc ça, c'est l'extrême. D'accord ? Il n'y a pas de business et tu construis un faux business autour du vide. La plupart du temps, ce n'est pas du tout ça. La plupart du temps, c'est une société... donc je parle pour les grosses capitalisations, parce qu'encore les petites, c'est encore autre chose. On n'est pas dans la fraude du dirigeant d'une petite entreprise qui, tout d'un coup, va faire de la cavalerie en créant des fausses factures. Moi, là, je parle sur les marchés boursiers. Ce qu'on voit, c'est une société qui est en difficulté,
qui a une gouvernance défaillante et à un moment donné, et qui va commencer à optimiser. Donc, je dis toujours, c'est comme la fiscalité, c'est-à-dire qu'au début, vous optimisez, et puis à un moment, il y a ce moment où vous basculez dans la fraude. Dire à quel moment, c'est difficile. Et de façon consciente ou inconsciente ou parfois, il n'y a même plus de conscience que j'ai observé, c'est-à-dire il n'y a plus conscience, c'est-à-dire qu'au début, on va être dans une logique, on va tout au fur et à mesure être agressif. Donc, par exemple, pour donner un exemple concret, vous avez des contrats pluriannuels. Donc là, je vise une autre société qui est bien connue du marché et qui a fait faillite brutalement. Il y a une règle comptable qui dit clairement à quel moment, quand vous avez un contrat pluriannuel, vous allez enregistrer votre chiffre d'affaires, même si vous n'avez pas été payé par votre client. Et c'est un moment important parce que la question, c'est est-ce que vous pouvez inscrire ce contrat pluriannuel au niveau de la ligne chiffre d'affaires et du coup pouvoir inscrire à l'actif du bilan le fait que vous avez une créance qui s'appelle actif qui est dans une partie spéciale du bilan. Oui, si je vulgarise, en gros, tu conclus un contrat à 100 000 euros pour une durée de 3 ans. C'est à quel moment tu intègres les 100 000 euros dans ton information publique. Voilà. Et quand bien même, tu n'as pas envoyé de facture à la fin de l'année. Est-ce que c'est N? Est-ce que c'est N1? Est-ce que c'est N2? Voilà. Et en fait, la dimension, elle est colossale. Parce qu'en fait, si tu inscris tout en N, en fait, on parle du chiffre d'affaires que tu as facturé et pas du chiffre d'affaires que tu as encaissé. Non, même pas. Tu ne l'as même pas facturé. C'est pour certains. Donc après, je vais juste enregistrer. Okay. Enregistrer. Parce que et du coup, moi, j'ai vu une situation où j'ai pu parler à des salariés qui étaient à des postes très importants au moment où on avait une approche agressive. Parce que quand j'ai interrogé un concurrent, la directrice juridique groupe m'est tombée de sa chaise, l'ancienne, quand je lui ai expliqué ce qui se passait chez l'ancien concurrent. Et la personne que j'avais au téléphone, qui gentiment m'avait appelé pour parler, qui était amère de la manière dont la société a fait faillite, elle m'expliquait une situation qui m'apparaissait quand même étrange. Et en fait, ça commence comme ça, où vous formez les juristes qui font les contrats aux règles comptables, dans une certaine manière, pour enregistrer le chiffre d'affaires le plus rapidement possible. Donc, vous construisez le contrat en fonction de la norme comptable. Et fur et à mesure, vous êtes de plus en plus agressif. Mais c'est vrai que vous ne voulez pas forcément le matin en disant « je suis en train de commettre une fraude ». C'est surtout si vous n'en tirez pas forcément, pour certains, un bénéfice personnel direct. Après, l'actionnaire de contrôle derrière alors je reviens sur Casino parce que c'est assez clair aujourd'hui qu'il y a des problèmes vu qu'ils sont retrouvés devant le tribunal correctionnel et que pour être totalement transparente, je les ai assignés devant le tribunal des activités économiques pour un certain nombre de clients et c'est en cours et il n'y a pas de décision de justice définitive, c'est important de le dire, même si je pense beaucoup à propos de cette société. Pour revenir, c'est que dans certaines situations de diffusion d'informations trompeuses et de fraude comptable, on voit bien qu'il y a une réelle motivation à des fins personnelles, financières qui existent. Et parfois, j'ai vu des situations où je me suis gratté la tête et je me suis dit, mais pourquoi ils font ça, les dirigeants? Ils ne sont pas actionnaires de contrôle. Ok, dans l'absolu, ils veulent potentiellement garder leur poste, mais ils prennent des risques insensés d'un point de vue juridique par rapport à la rémunération qu'ils tirent. Et même, j'ai vu un président de conseil d'administration qui était devenu, de mon point de vue, dirigeant de fait, qui avait fait fortune d'une autre manière avant d'être président du conseil d'administration. Tout le monde va comprendre, enfin, certaines personnes qui vont comprendre de qui je parle. Et j'arrivais pas à comprendre c'est quoi sa motivation. Et là, il faut creuser dans la psychologie de la personne, comprendre son passé, comprendre pourquoi il attachait tant d'importance à rester au board. Et en fait, c'est un aspect c'est très important de comprendre les incitations, les égos. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on dérape, qui donne les instructions en haut, qui n'a pas forcément compris ce qui se passe. Et même dans certaines situations, on voit bien qu'il y a parfois, on segmente la personne qui voit tout, segmente l'information, fait en sorte que les différents départements de la société ne se parlent pas
et que du coup, chacun regarde un peu ses chaussures, pose pas non plus trop de questions, et particulièrement bien payé, et du coup, va pas trop chercher à comprendre la vue d'ensemble qui permettrait de mettre en avant qu'il y a un vrai problème. Donc je fais ça, oui, c'est la particularité, une des activités du cabinet qui consiste à faire ça. Quoi. Mais donc toi, en fait, t'es pas vraiment qu'avocate, en sens littéral du terme. Enfin, pas au sens littéral, au sens professionnel, mais au sens de ce qu'on entend communément par un avocat. C'est-à-dire qu'un avocat va maîtriser le droit, la stratégie juridique, etc. Toi, t'es aux confins du droit boursier, du droit des sociétés, de la finance d'entreprise, de l'analyse financière et de la comptabilité. Oui, alors, ce qu'on essaye de développer, c'est effectivement une analyse croisée, mais très poussée. Donc, il ne suffit pas de dire, ah bah tiens, je fais du droit d'un côté, je fais de la compta de l'autre. En fait, il faut comprendre, par exemple, comment des mécanismes comptables mis en place vont, déjà être une violation des normes comptables, potentiellement une violation des règles qui s'appliquent aux commissaires aux comptes spécifiquement, mais aussi, dans l'ensemble, il va falloir croiser avec les règles boursières qui s'appliquent à la communication financière trompeuse. À la communication financière, pardon, de manière générale, l'information réglementée, le rapport annuel, etc. Et pourquoi il faut faire ça ? Parce qu'en fait, souvent, de ce qu'on voit dans les sociétés, c'est qu'il y a une compta qui est en fait agressive mais propre, Ok. mais il va y avoir une communication au marché à coup de slide qui va être pas le reflet de la compta, en fait. Parce que quand vous communiquez sur le plan de la communication financière, vous utilisez souvent des agrégats type EBITDA. Donc, je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est que l'EBITDA, qui n'est pas, en fait, un agrégat normé. C'est ce qu'on appelle un indicateur alternatif de performance. Et souvent, dans les problèmes qu'on voit, c'est qu'il y a une dissonance entre ce que la compta, qui, en fait, embête un grand nombre de personnes, et ce qu'il y a dans les slides. Et typiquement, je peux le dire, sur Casino, j'avais fait le test. En sortant toute l'historique des cours de bourse, on voyait qu'à 8h30, il y avait les résultats de Casino. Le cours faisait plus 3% à 9h. Et puis à 5h, il faisait moins 3%. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que les analystes arrivent à la slide 50, la note de bas de page 3, pour comprendre ce qu'il avait dit, ce qu'a voulu dire l'entreprise en slide 1. Et ça, objectivement, ça se voit dans l'historique du cours de bourse de la société quand il y avait une annonce des résultats le matin et pas le soir après bourse. Mais tu peux expliquer un peu aux auditeurs ce que ça veut dire ? Ça veut dire en fait, on peut se dire, il y a une variation de 3% à la hausse puis à la baisse, donc on revient flat. Mais en fait, l'argent change plus de 3 main. et après moins 3. Exactement, donc l'argent... Non, mais moins 3, c'est moins 6, du coup, parce qu'on arrive à moins 3. Ok, d'accord, ok. Et l'argent, en plus, change de main. C'est-à-dire donc, il y a des perdants, oui. Bien sûr, bien sûr. Donc, il y a les perdants le matin, et il y a ceux qui ont compris à bout d'un moment, et qui vont vendre, et du coup, il y a ceux qui vont racheter avant la clôture, parce qu'ils vont considérer que le cours est assez bas. Mais pour revenir à cette histoire d'imbrication, parce que c'est ça qui est important de comprendre, c'est que si vous êtes avocat, que vous regardez la communication financière, et en tant qu'avocat, vous connaissez les règles de droit boursier, vous connaissez la réglementation européenne, qui vous impose en fait les règles sur l'information réglementée, et vous avez ensuite des recommandations AMF ou même de l'ESMA, le régulateur européen. Mais si vous regardez ça, et vous n'avez aucune notion de comptabilité, ou très peu... En fait, si vous êtes du côté des investisseurs, je ne parle pas au niveau du côté des conseils de société 440, en fait, vous allez avoir des angles morts, en fait. Et c'est pour ça, du coup, quand vous êtes du côté investisseur et que vous voulez mettre en avant qu'il y a une tromperie au marché, en fait, il faut arriver à développer cette compétence où à la fois il y a du droit, parce que la réglementation boursière, qui va expliquer exactement ce qu'on doit retrouver dans un prospectus, dans un document universel d'enregistrement, ce qui est le rapport annuel classique, dans des rapports semestriels. Et du coup, donc ça, c'est typiquement ce que font des avocats en droit boursier qui vont assister leurs clients du 440 ou des SBF 120 ou peu importe, ceux qui sont en bourse, à faire des prospectus, à travailler leur rapport annuel. Mais ils vont moins être dans la compta comme nous, moins faire la liaison, parce que nous, on va aussi regarder la compta, parce que dans une logique de protection des investisseurs, en fait, on ne peut pas regarder la communication financière sans regarder les comptes, parce qu'il faut, comme je le disais, à un moment donné, mettre en évidence que la communication financière
n'est pas le reflet des comptes. Et du coup, ton terrain de jeu, toi, il concerne combien d'entreprises en France? Donc on parle bien sûr du CAC 40, du SBF 120, mais il y a combien d'entreprises sur le marché national qui sont... Qui m'intéresse. Qui sont... tu vois, sur lesquelles il y a des OPA, parce qu'en fait, il faut qu'il y ait une offre publique d'achat. Non, pas forcément, non. Juste sur le marché coté secondaire. Oui, c'est une boîte, si tu vois une boîte qui va pas très bien et qui est en train de tromper le marché, ben, moi, je vais la regarder. Soit il y a des investisseurs sophistiqués qui vont m'appeler en me disant qu'est-ce que j'en pense, soit on arrive en interne à développer l'expertise pour dire ça va pas bien. Et après, on va être dans une logique potentiellement de trouver les gros... Enfin, ça, c'est plus difficile, mais essayer de convaincre les actionnaires, alors sans être de contrôle, mais un peu important, de faire quelque chose pour rétablir, la transparence, et deux, s'assurer que le conseil d'administration fait son job par rapport à l'élection en général. Mais le plus probable, c'est malheureusement pas ça. Et on va être dans une situation où on va se poser la question si à un moment donné, on ne va pas pouvoir faire un contentieux sur les auditeurs, par exemple. Donc, voilà. Et donc, on va travailler, on va analyser la situation bien avant que l'associé tombe et qu'on se pose la question de savoir, enfin, qu'on confirme qu'on va essayer de monter une opération, agréger des clients, trouver un tiers financeur pour faire un contentieux contre les auditeurs. Donc, nous, ce qu'on aime bien, c'est regarder l'évolution de la société et à la fois dans la même équipe, avoir des gens qui vont faire du contentieux, mais avec un profil quand même à la base transactionnel, donc une compréhension des enjeux financement, droit boursier, etc. Et en même temps, de prendre les dossiers suffisamment en amont. Et là, on offre une expertise qu'on peut vendre à des investisseurs sophistiqués, qui est totalement différente, mais qui va nous permettre de suivre et de nous faire challenger par rapport à notre analyse par des investisseurs sophistiqués, ce qui nous permet ensuite d'être prêts s'il faut faire un contentieux. Donc ça, c'est un exemple. Ouais. Et après, l'autre exemple un peu plus qui est classique aussi, c'est qu'il y a une offre publique, on considère que le prix n'est pas assez adapté, ou on anticipe que le prix ne sera pas assez bon si jamais il y a l'obligation pour une entreprise de faire une offre publique. Donc, il y a un dossier Vivendi Bolloré qui occupe la place en ce moment. Et donc, à ce moment-là, on va vendre de l'expertise à des investisseurs, des actionnaires, et d'essayer d'anticiper combien va offrir l'initiateur. Est-ce qu'on peut relever le prix s'il a déjà annoncé le prix ? Et là, ça va demander aussi de croiser une analyse juridique, parce qu'il faut expliquer le cadre des offres publiques et de comment fonctionnent concrètement certaines étapes de l'offre publique qui sont très typiques à la France, qui ne sont pas les mêmes en Allemagne, qui ne sont pas les mêmes aux Pays-Bas, quand bien même il y a une directive européenne OPA. Et en même temps, si on veut faire remonter le prix, quand on écrit à l'AMF, il faut forcément avoir une expertise finance, voire même comptable, pour convaincre l'AMF. Donc évidemment, à ce moment-là, les clients, ils vont aider. Mais si nous, on n'a aucune compréhension des sujets comptables et tout, en fait, dans la même lettre, on ne va pas pouvoir mobiliser tous les arguments parce que, du coup, on ne va pas comprendre totalement ce que va nous dire notre client. Donc en fait, ton métier, c'est de faire de la veille sur des comptes publics d'entreprises cotées pour voir si, oui ou non, tu identifies des anomalies ou des incohérences, faire en sorte de trouver les bonnes personnes, donc avoir un réseau d'investisseurs institutionnels, des hedge funds, des shorters ou des investisseurs tiers, pour faire en sorte de pouvoir aller chercher des dossiers. Ça, c'est une partie. D'accord. Dans la partie qu'on disait, sur laquelle on parlait, qui est la partie où un peu plus fraude, okay. Même si c'est un mot fraude qui peut dire plein de choses. Mais typiquement, dans la partie offre publique, c'est complètement différent. Mais oui, si la question c'est quelle est la proportion où on source les dossiers, où le dossier nous arrive, où il y a un investisseur sophistiqué qui va dire tiens, Sophie, au fait, tu as regardé ça et donc il y a une partie des dossiers, une partie où on va sourcer, et puis forcément il y a une autre partie où les investisseurs sophistiqués vont penser à nous, ou même
des investisseurs, une association d'investisseurs individuels est déjà en difficulté et va venir nous voir, et à ce moment-là, on va analyser le dossier sous tous les angles pour voir ce qu'on peut proposer. Donc, c'est pas que nous qui sourçons. Mais par contre, oui, je pense que c'est important qu'on puisse sourcer. Donc ça veut dire qu'il faut que tu aies un réseau d'investisseurs, de corporate, de tiers financiers. Non, on ne travaille pas pour les corporates. T'as jamais d'informations qui provient de l'intérieur des corporates? Non, parce que du coup, autrement, je suis en situation de créer un conflit? Non, délit d'initié. D'accord. Okay. Sur nos sujets, parce que moi, j'interagis avec des investisseurs qui sont toujours du côté public, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils vont investir que sur la base d'informations publiques. Je ne travaille pas pour les banques. D'accord. Les banques, elles ont une information privée. Okay. Donc, ce qui est très important quand je parle à un hedge fund, qui est public par définition, enfin, en tout cas sur les opérations sur lesquelles on est, parce que même ça peut leur arriver d'être privé s'ils vont faire un financement d'urgence, mais là, du coup, c'est très clair. Quand ils sont publics, moi, c'est la cata si j'ai une information privée matérielle, on va dire, susceptible d'impacter sur le bourse, d'accord ? Sur le cours de bourse. Donc, non, je ne vais pas avoir un lanceur d'alerte interne qui va me dire Sophie, il y a une fraude. Parce que si j'ai ça... T'es morte, tu ne peux plus traiter le dossier. Ah non, bah alors, à la limite, je n'ai plus qu'à l'envoyer à l'AMF. Ok. Enfin, et donc, non. Donc, par contre, ce qui est toujours important, c'est qu'on est sur l'information publique. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de couleur sur ce qui se passe un peu dans l'entreprise de manière générale. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'où vient le président du conseil d'administration. Est-ce qu'il fait partie de l'establishment ? Parce que selon ou pas, il est parti, entre guillemets, de l'establishment. Ça veut dire quoi ? Est-ce qu'il a un grand réseau qui va le faire qu'il va se trouver impuissant par rapport à une situation où moi je dis qu'il y a une fraude ? Ou est-ce qu'il ne fait pas partie de ça ? Ça va jouer. Mais ce que je disais, quand je disais quel est le niveau d'ego d'un dirigeant d'entreprise, ce n'est pas moi qui vais lui parler, parce qu'en général, ils ne veulent pas me parler. Par contre... Bizarre. Par contre... quand vous avez un réseau de journalistes, vous allez faire une liste de questions. Et évidemment, le journaliste, je ne vais pas l'instrumentaliser. Hein, je lui dis toujours d'où je viens, pour qui je travaille, etc. Mais il va trouver intéressant de soulever lors d'un entretien avec un dirigeant certaines des questions qui sont les miennes. Oui, parce qu'il faut le rappeler un peu aux auditeurs qui nous écoutent. En gros, la majorité des grands cabinets de la place travaillent tous pour des corporates ou des fonds de private equity qui sont généralement des actionnaires de contrôle. Face à toi, donc des actionnaires de contrôle. Alors, les fonds de private equity, ils ne sont pas sur les marchés financiers, sauf s'ils veulent sortir une société qui est sur les marchés financiers de la cote. Donc, ce n'est pas trop les gens que je croise. Mais donc, le private equity, c'est que vous êtes par définition pas sur les marchés. Mais vous pouvez organiser une sortie de cote et à ce moment-là, vous faites une offre publique sur la société. Attends, tu ne peux pas avoir un fonds de private equity plus une partie en flottant ? Non, parce que par définition, le fonds de private equity, il va investir dans une société qui est non cotée, ou il va sortir la société cotée de la cote. Okay. Ce que tu peux avoir aujourd'hui, c'est des hedge funds qui font du private dette privée. Donc là, il y a on voit bien qu'avec l'augmentation de la régulation sur les banques, il y a tout un champ qui s'est créé où il y a des mastodons à la fois qui étaient des fonds de private equity qui sont passés en private debt, ou qui font évidemment les deux. Et il y a aussi des hedge funds qui vont faire du private debt sur des boîtes cotées. Mais à ce moment-là, ils sont du côté privé et pas public. Et ils ne vont pas me parler. Enfin, on ne va pas travailler ensemble. Après, je ne dis pas que c'est impossible, par exemple, s'il y a un contentieux à faire, etc. Mais pour ce qui est des investisseurs sophistiqués, pour qui je travaille ou avec qui je peux échanger de l'information, parce que moi, je regarde le dossier sous un angle protection des investisseurs individuels quand eux, ils veulent trader sur les marchés et faire leur argent. Donc voilà, ce qui est normal, il n'y a rien de mal. À ce moment-là, c'est des investisseurs qui sont du côté public, comme on dit, qui du coup travaillent uniquement sur la base d'informations publiques. Mais forcément, quand ils viennent me parler, ils veulent comprendre comment marchent les institutions françaises, comment marche l'autorité des marchés financiers, qui est à la tête de l'autorité des marchés financiers, quel est le profil de la présidente, du secrétaire général, de la directrice des émetteurs, d'où ils viennent. Donc en France, la spécificité, c'est qu'ils viennent du ministère des Finances à la base. Du coup, c'est pas la même chose sur l'AMF que si vous prenez la BaFin.
qui est l'autorité allemande, et où, on va dire, la tête de la BaFin n'a pas du tout, vient pas du même monde. Et du coup, ça peut aussi forcément conditionner un peu la manière dont sera appréhendé le dossier. Et je dis pas ça négativement ou positivement. Je dis ça de purement neutre. Oui, en fait, c'est en termes d'esprit en fait, de la gouvernance des institutions qui a aussi beaucoup d'impact sur la manière de raisonner, de fonctionner, de bouger. Et parce qu'un investisseur, quand il investit sur les marchés et qui va s'intéresser à ce que je dis, parce qu'il y en a qui... Parce que tu as aussi des investisseurs type hedge fund qui font de la macro, qui font du quantitatif. Donc en fait, qui sont sur des données très larges et qui vont investir sur Carrefour. Mais en fait, ils n'ont pas regardé les comptes de Carrefour. Mais en fait, ils ont fait de l'arbitrage par rapport à une autre valeur. Mais du coup, ces gens-là, ils ne m'appellent pas. Par contre, des hedge funds qui ont une stratégie d'investir par rapport à une boîte qu'ils ont étudiée. Et selon un type de stratégie, il y a plein de stratégies. Il y a ceux qui investissent sur un titre obligataire qui est décoté parce que la boîte va mal et qui pensent qu'ils vont devenir actionnaires ou alors qu'ils vont revendre l'obligation à un meilleur prix. Vous avez le fonds qui va dire peut-être qu'il va y avoir une offre publique et que ça. Donc dans l'anticipation, ils se positionnent avec ça. Donc il y a plein de stratégies. Mais ce qui est sûr, c'est que s'ils font appel à moi ou si on échange, c'est qu'on est par rapport à l'information publique sur ce type d'activité. Et encore une fois, contrairement à ce qu'on pense, et ça j'insiste, il faut se dire que les hedge funds, ils sont hyper réglementés. Et la grande différence entre une société cotée et un fonds hedge fund, c'est qu'en fait, il a une durée de vie limitée, comme les fonds de private equity. Et donc... C'est combien de temps ? Ça peut être 6-7 ans, un truc comme ça. Et donc, imaginez qu'il y a un PET, c'est-à-dire une enquête AMF, avec une condamnation. Mais en fait, c'est la fin de la carrière du fondateur du hedge fund. Parce qu'il ne va jamais pouvoir relever de l'argent sur les marchés. Donc en fait, de manière cyclique, quand je dis sur les marchés, auprès des énormes fonds de pension, des machins. Et puis, ils font plus confiance. Et donc, c'est ça qui m'agace un peu quand tout de suite, parce qu'on voit des hedge funds étrangers, tout de suite, on va s'imaginer des tas de trucs. Mais en fait, le niveau de compliance... ce qui nous oblige, moi par exemple sur un gros dossier du moment, si l'AMF m'écoute, verra tout de suite de qui je parle, on a dû mettre en place un Chinese wall très important qui m'inclut moi, c'est-à-dire que j'ai dû me retirer d'une procédure pour ne pas avoir l'information, moi à titre perso, pour pouvoir continuer à échanger avec les acteurs sur les marchés et de confier la mission à un autre avocat qui lui va être private mais qui a interdiction de me donner l'info. D'accord ? Sur le déroulement de la procédure en tant que telle. Pourquoi ? Parce que mon client, à un moment donné, qui a participé à la procédure, ne veut pas recevoir d'informations sur l'évolution de la procédure parce qu'il veut continuer à pouvoir trader sur les marchés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a donné un avis sur une procédure en question. À ce moment-là, c'est l'info qui vient de lui et de moi. Mais il ne veut pas recevoir d'informations liées à la procédure et par exemple ce que va penser le juge rapporteur, etc. du dossier. Et donc on met en place un Chinese wall pour surtout pas qu'on vienne reprocher à mon client d'avoir eu l'info. Et pour protéger ma situation, moi je préfère à ce moment-là être du côté public que du côté privé. Donc là c'est un cas très particulier. Je sais que on a interrogé un juge à ce sujet-là. Évidemment, la question ne s'était jamais posée. Mais je suis persuadée que si j'avais travaillé pour un family office français, l'idée de faire un Chinese wall comme ça, jamais le département... Il n'y a pas de département compliance qui lui aurait imposé un truc pareil. Donc, en fait, ils sont vachement précautionneux. Et donc, ça revient à l'histoire par exemple, de Casino, où la théorie de Jean-Charles Naouri, c'est dire qu'il y a une conspiration et que tout d'un coup, il y a des tas de hedge funds vendeurs à découvert qui se sont alliés entre eux et pourquoi pas avec des concurrents de Casino, de type Diniz ou Carrefour. Vous regardez la presse récente autour du procès au tribunal correctionnel, mais quand vous comprenez comment marchent les hedge funds, comment vous comprenez comment fonctionne la vente à découvert, les risques que ça génère et... En fait, c'est l'idée même qu'il y ait une coordination et mécaniquement, mais totalement absurde.
Ça veut dire que tout d'un coup, les hedge funds font fi des règles juridiques et en plus prennent des risques financiers énormes parce que quand il y a trop de hedge funds, en fait, c'est hyper risqué. Pour peut-être expliquer aux auditeurs ce qu'est la vente à découvert, peut-être qu'on aurait dû commencer par là. Moi, je trouve qu'il y a un film qui l'explique plutôt bien, c'est le film The Big Short. En tout cas, pour des novices comme moi qui n'ont pas les compétences que toi tu as en finance. Moi, j'ai jamais fait de droit des marchés cotés ou même de finance de marché coté. Et donc, je trouve que tu es extrêmement pédagogique, mais parce que je t'ai déjà eu en cours, je t'ai déjà vu, etc. Et peut-être tu peux expliquer un petit peu ce qu'est la vente à découvert pour que les gens comprennent. Alors, il y a plusieurs types de vente à découvert, bien sûr. Alors, dans le Big Short, qui est effectivement un super film parce qu'ils ont réussi, à partir d'une histoire qui est autour de la crise des subprimes, à arriver à faire un film tout en gardant quand même un certain niveau de technicité. Donc, dans The Big Short... Moi, j'ai dû le regarder 5 fois pour comprendre. Peut-être commencer par le livre, du coup. Et donc, dans The Big Short, en fait, ils vont anticiper qu'il y a des obligations sur les marchés qui sont liées à des achats, si je schématise, de maisons, qui ne sont pas à un cours qui est le reflet du risque généré par la bulle immobilière qui est sous-jacente. C'était des obligations qui étaient de rang A, donc de très bonne qualité, voilà, en apparence sur le marché. Mais qui en réalité, il y avait un risque sous-jacent qui n'était pas apprécié par les agences de notation. Et du coup, ces investisseurs, en allant faire le sous-jacent, en allant même porte-à-porte, c'est ce qu'on voit dans le film, ils vont découvrir, ils vont comprendre qu'en fait, il y a une énorme bulle et que du coup, il faut shorter. Donc ça, c'est un cas extraordinaire et unique, mais ce n'est pas le cas fréquent. Ouais. Le cas fréquent, c'est vous shortez... Alors, encore une fois, vous pouvez shorter, vendre... Alors, je vais y arriver sur la vente à découvert, mais... Donc, la vente à découvert, avant d'expliquer les différentes strips de stratégie. Donc, vous avez plusieurs types quand vous faites ça sur une société en question. Vous allez vendre à découvert des actions. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez sur ce qu'on appelle le marché de l'emprunt-titre. Donc, le marché de l'emprunt-titre, c'est des actionnaires qui mettent sur le marché de l'emprunt-titre des titres qui vont être empruntés par des vendeurs à découvert. Donc, il faut savoir que quand il y a des vendeurs à découvert, derrière, il y a des actionnaires qui ont une opinion différente des vendeurs à découvert, qui vont mettre leur action sur le marché de l'emprunt-titre parce qu'ils vont toucher un loyer. D'accord ? Donc, ils font de l'argent en donnant l'action aux vendeurs à découvert. Pour l'expliquer de façon simple, c'est un prêt d'action rémunéré. Oui. Alors, la différence, c'est que le fonds qui vend à découvert, il ne rend pas exactement les mêmes actions. Parce que ce qui se passe, c'est que le vendeur à découvert prend les actions qu'il a obtenues sur le marché de l'emprunt-titre, vend l'action sur les marchés, dans l'anticipation que le cours de bourse, à un moment donné, va baisser, et à un moment, il va racheter les actions sur le marché. Il peut être contraint de les racheter si, par exemple, l'actionnaire demande le rapatriement de ses actions. Et à ce moment-là, il espère qu'il y aura une différence entre le prix auquel il a vendu et le prix auquel il rachète. Et ensuite, il le rend en fait à l'actionnaire. Donc, il ne le rend pas exactement c'est pas le même titre, mais c'est juridiquement la même catégorie, évidemment. Okay. Donc ça, c'est la plus connue. Après, vous pouvez faire le même travail sur des obligations. Donc, vous vendez... donc, vous allez en prendre des obligations que vous vendez et vous les rendez. Donc, ça existe. Vous avez une autre technique qui est ce qu'on appelle via un CDS, qui est Credit Default Swap. Qu'est-ce que c'est un CDS ? C'est une assurance contre le défaut d'une société où vous êtes créancier. Donc ça peut être pris par des créanciers, mais si vous prenez un CDS et que vous n'avez pas la créance, en fait, c'est comme si vous la shortiez. C'est-à-dire que vous prenez une assurance pour vous couvrir contre un risque que vous ne supportez pas. Et on parle de la faillite de l'entreprise sur un CDS. Oui, parce que c'est le défaut de la société sur sa dette qui va faire qu'il y a un débouclement, qui va faire qu'il y a un système d'enchères. Donc ça, on parle de toutes les règles qui sont attachées aux dérivés. Mais par exemple, donc, si on prend une société publiquement connue, par exemple Atos, qui est en difficulté, qui est... Plutôt Casino, qui est le meilleur exemple, parce qu'il y avait la holding Rallye. Et donc, par exemple, sur Rallye, il y avait des gens qui avaient des CDS. Oui. Ok. Et je peux le dire maintenant aujourd'hui. Et c'est très valorisé. Mon premier client dans le Casino qui ne m'a pas mandaté pour aller dans la presse, c'est d'autres qui m'ont mandaté.
Mais le tout premier, il avait Attends, CDS. j'ai pas compris. Ton premier client qui t'a pas mandaté? Si, enfin, mon premier client qui m'a mis sur le dossier Casino avait un CDS sur Rallye, donc il avait anticipé le défaut de Rallye. Ok, très clair. Mais il ne pouvait pas me mandater pour être activiste d'une certaine manière. Ok. Et donc, si à un moment je suis apparue dans la presse en me présentant comme avocate de vendeur à découvert, ce n'était pas lui qui m'avait donné le mandat. Mais au tout premier lieu, quand j'ai étudié à sa demande la configuration, la pyramide entre Casino, Rallye, Finatis, Financière Risque, il faut savoir qu'il y avait 4 sociétés cotées empilées. Ok. C'est un porteur de CDS. Et c'est comme dans le Big Short, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle un CDS qui est créé. Donc en face, vous avez une banque qui va penser le contraire de celui qui veut prendre un CDS et qui veut du coup avoir une assurance sur un risque qu'il ne prend pas. Et du coup, il va trouver une contrepartie et le CDS va être créé par une grande banque, ce qui va permettre de faire des paris. Et sur Rallye, la situation était suffisamment grave à un moment donné pour qu'il y ait quelqu'un quand même dans une grande banque d'affaires qui crée le CDS. Et qui permet du coup à des investisseurs de vendre à découvert quelque part, même si ce n'est pas exactement la même chose, c'est de faire l'argent sur le défaut d'une société, en plus de ceux qui vendent à découvert soit par les obligations, soit par les actions. Et en plus, il faut peut-être le dire, mais il faut des conventions très particulières pour aller négocier avec ces banques l'obtention d'un CDS. Et c'est des contrats qui se passent à partir du moment où il y a un premier shorter qui vient parier sur le défaut d'une entreprise. Non, c'est comme ça. Enfin, en tout cas, dans le film, c'est comme ça que ça se passe. Ce qui se passe, c'est quand tout d'un coup, il y a beaucoup de ventes à découvert. Ouais. À ce moment-là, il y a une banque qui va se dire on va créer un CDS et il y a des règles communes au CDS, c'est-à-dire qu'il y a des règles, ce qu'on appelle ISDA, qui font qu'il y a quand même une homogénéité sur le produit. Et après, évidemment, l'élément déclencheur est propre à la boîte. Mais par exemple, un investisseur particulier comme moi, qui est profane, je suis en capacité d'acheter des CDS? Non. D'accord. C'est vraiment des professionnels. Oui, ça va être la banque. Dans The Big Short, ils ont du mal à convaincre au début des banquiers de faire le produit. Hein. Exactement, c'est 2 jeunes qui arrivent et qui disent donc on ne peut pas avoir de convention ISDA, donc en fait, vous gérez que 3 milliards et c'est au minimum 30 milliards. Voilà. Enfin, je sais plus ce que c'est, mais c'est des montants qui sont quand même assez importants. Ce que je peux dire, c'est que si vous êtes un investisseur particulier, si vous avez investi dans une boîte et si vous entendez qu'une grande banque a créé un CDS pour offrir une assurance contre les défauts de la société. Il faut sortir. Voilà. Et si vous voyez que la société, il y a beaucoup de vendeurs à découvert, vous sortez. Et comment on le sait, ça ? Pour la vente à découvert, il y a des informations qui obligent à discloser le... Oui, mais tu vois, par exemple, comme tu l'as dit, et ça c'est important, c'est-à-dire que les investisseurs particuliers comme moi, donc les profanes, tu vois, moi je dois avoir quelques dizaines de milliers d'euros sur les marchés. C'est de l'argent que je mobilise pas comme je devrais normalement mobiliser parce que je sais pas le faire. Donc tu vois, par exemple, tu prenais l'exemple de la presse de Casino tout à l'heure en disant slide 1, cours monte de 3%. Non mais tu peux pas, t'es un investisseur individuel, tu peux pas faire ça, on est d'accord. Non, donc, c'est pour ça que en gros ce qui est un peu triste, c'est qu'il faut pour les investisseurs individuels, intégrer le fait qu'ils n'ont pas la formation et pas le temps d'analyser. Et donc, à un moment donné, il y a des signaux. Et les signaux, c'est des chiffons rouges. Et dans les chiffons rouges, il y a si une société est vendue à découvert, si les titres d'une société est massivement vendus à découvert, c'est qu'il faut se dire qu'il y a une asymétrie d'information entre l'information qui est communiquée par la société et l'information qu'a compris des investisseurs hyper sophistiqués dont c'est le métier toute la journée, qui vont avoir un temps pour passer dans les comptes que impossible pour un investisseur individuel. Donc, c'est à ce moment-là, il faut effectivement vendre. Et donc, en tout cas, c'est mon conseil. Mais c'est pas un conseil financier, tu n'es pas conseillère financière. Non, en tout cas, il faut vraiment se poser la question de vendre. Parce que c'est un signal qu'il y a un problème. Il y a un dysfonctionnement. Et il n'y a jamais je vais être un peu taquin, mais il n'y a jamais des shorters, du coup, en fait, qui répandent ce que tu es en train de dire, donc qui est un bon conseil pour des particuliers, qui joueraient là-dessus pour faire baisser des cotations. Non, après, un vendeur à découvert, ce que j'aime pas, et ce que d'ailleurs
au tribunal, quand j'ai assisté à certaines audiences à Casino, on parlait à chaque fois d'attaque de vendeurs à découvert. Mais prendre une position à découvert, c'est pas une attaque, c'est juste penser que le prix n'est pas le reflet sous-jacent. Par contre, ça va devenir une attaque. Le jour où ils veulent prendre le contrôle derrière. Non, mais jamais un vendeur à découvert prend le contrôle. Il n'y a pas d'exemple. Mais par contre, le jour où vous publiez un rapport, comme a fait Muddy Waters en 2015, qui par la suite a été mon client, à ce moment-là, oui, on peut dire que c'est une attaque au sens où c'est un vendeur activiste qui va dire au marché ce qu'il pense de la société et il aura juste avant vendu les titres et il les rachètera quand le cours de bourse aura baissé. Mais contrairement à ce qu'on pense, c'est pas si facile de se faire de l'argent. Et si c'était si facile, pourquoi il n'y a que 5 vendeurs à couvert activistes dans le monde? Il faut savoir qu'ils subissent du harcèlement. Parfois, certains, leurs enfants ont été menacés. Ils sont obligés de changer de téléphone tous les 15 jours. Donc, en fait... Parce que c'est des gens qui pourraient être sous écoute, espionnés... Bien sûr. Okay. Et donc, s'il y en a si peu dans le monde, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que c'est pas si facile d'être vendeur à découvert, dit activiste. Encore une fois, c'est différent de la vente à découvert. Bon, ça nous emmène sur le sujet beaucoup sur les stratégies, alors que je crois que le but, c'était de parler de la pluridisciplinarité. Oui, c'est extrêmement intéressant, parce qu'en fait, on comprend en fait, par tes témoignages, tes retours d'expérience, etc., que tu es vraiment aux confins de toutes ces matières. Mais je peux te poser une question bête, peut-être, mais en fait, des avocats comme vous l'êtes au sein du cabinet, il n'y en a quand même pas BZF sur la place de Paris, parce que c'est beaucoup plus simple d'aller prendre des centaines de milliers d'euros d'honoraires à des corporates que d'aller se palucher tous les rapports que tu peux traiter. Et travailler à risque, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dossiers où, à des moments, on va passer du temps, et il va se passer du temps entre le moment où on regarde le dossier et le moment où on a les premiers mandats. Clairement. Donc c'est une logique d'entrepreneur, là. Mais comment tu trouves les collaborateurs qui vont bosser avec toi? Parce que cette double formation de juriste, d'analyse financier, de comptabilité, elle existe nulle part. Et alors le mélange des trois pour faire en sorte de comprendre et d'avoir un triple argumentaire croisé, ça existe nulle part. Non, c'est dur parce que voilà, l'université, la faculté de droit a beaucoup de défauts. Je le dis assez à mes étudiants. Elle est inadaptée pour ce qui est du monde des affaires aujourd'hui. Hein. Après, il y a forcément des formations qui sont meilleures que les autres. Mais il y a une vraie réflexion à amorcer qui, malheureusement, n'est pas du tout amorcée aujourd'hui. Et à côté de ça, ce qu'on voit, c'est de plus en plus de candidats qui ont en même temps fait une grande école. Donc, un profil finance. En général, la compta, c'est moyen parce qu'on va se le dire, hein, apprendre la compta, si on n'est pas dans une situation réelle sur les marchés, c'est ennuyeux. Donc, en général, les bases de la compta sont un peu là, mais bon, pas suffisamment importantes pour être pleinement opérationnel au cabinet, parce que nous, on est sur les sujets où il y a des fraudes. Mais c'est très rigolo, en fait, d'apprendre la compta quand on sait que la société fraude, parce que ça devient un jeu. Donc, on a des candidatures avec ce profil finance compta, mais après, ça reste très très loin de ce qu'il faut pouvoir faire une fois qu'ils sont chez nous. Donc, typiquement pour les stagiaires, comme maintenant tous les recrutements de stagiaires se font 18 mois, 2 ans à l'avance, on met en place des programmes de lecture. On a même organisé des séminaires de compta où ils ont tout un tas de lectures et on essaye de les superviser à un minimum avant d'arriver chez nous. Donc tu as en fait fait une académie Vermeil & Co. C'est un grand mot, quoi. Mais en tout cas, t'as trouvé un socle pour faire en sorte que quand ils arrivent, ils soient un minimum onboardés et déjà qu'ils aient développé une forme de curiosité importante, quoi. Même avant même qu'on se voit, maintenant, la règle, c'est que je leur envoie beaucoup de lectures et que j'attends de voir s'ils reviennent. Parce que ça peut faire peur. Enfin, moi, j'ai déjà assisté à des cours que tu donnais. Déjà, tu filais des cours à l'époque le samedi matin pour droit et croissance. Tu avais au minimum 80 personnes. J'ai déjà vu 200 personnes sur tes webinars. C'est très très haut niveau. C'était souvent en anglais. On est très loin du niveau académique et universitaire traditionnel. Non, oui. Donc, il y a en fait... c'est sûr que si j'avais des étudiants qui sortaient d'Oxford sur certains masters qu'on appelle Law and Finance, qui sont
pas du law et de la finance à côté, parce qu'il y a aussi des doubles masters. Donc, par exemple, Sciences Po essaie de faire ça. Donc, c'est déjà bien qu'ils aient une bonne base en droit et en finance, mais ils ne font pas du law and finance. Que pour expliquer, law and finance, c'est un dérivé du law and economics, donc qui est analyse économique du droit. Et le law and finance, c'est une discipline en soi qui consiste à étudier l'impact d'un cadre juridique et institutionnel sur le fonctionnement des marchés. Donc, typiquement, si vous avez un cadre juridique institutionnel, et pas que dans l'application de la règle, mais qui consiste à voir, pas que dans l'analyse de la règle en tant que telle, mais qui consiste aussi à voir comment la règle est appliquée, parce qu'il ne suffit pas d'avoir la règle, il faut voir qu'est-ce qui se passe au niveau des tribunaux. Et vous allez regarder, en fait, si les investisseurs sont plus ou moins bien protégés. Et un des arguments pour faire avancer la cause de mes clients, c'est de dire que contrairement à ce qu'on pense, c'est pas tant une confrontation entre d'un côté les actionnaires et de l'autre côté l'entreprise. C'est que moi, j'essaye de dire que plus il y a une protection des investisseurs, donc de mes clients, le moins cher, au meilleur prix va se faire le financement de l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils vont payer un coût de l'argent va être moins cher, coût du capital, ce qu'on appelle, que ce soit au niveau du rendement attendu par un actionnaire, parce que ça a un coût, les fonds propres, parce que souvent on oublie, c'est pas que le dividende, c'est la perspective future d'investissement, de réalisation de plus-value. Donc, plus vous protégez les investisseurs, in fine, plus ça sert à l'entreprise, qui est mieux valorisée sur les marchés. D'accord ? Et c'est une protection à la fois au regard du droit des sociétés, mais aussi l'information qui est donnée au marché, et donc la question de l'application du droit boursier. Donc moi, j'essaye de dire que contrairement à ce qu'on pense, c'est pas une confrontation entre mes clients et l'intérêt social qui veut pour moi rien dire. Je le dis assez à mes étudiants. Mais en fait, c'est de voir qu'in fine, il y a un alignement d'intérêts entre l'intérêt de mes clients qui est d'être protégés et l'intérêt de la société de pouvoir lever de l'argent sur les marchés au meilleur prix possible. Et donc pour ça, si vous n'avez pas de culture de law and finance, donc vous n'avez jamais vu la littérature académique, vous n'avez jamais regardé ce que produit un prof de Yale ou de Harvard ou de Oxford en termes de recherche, vous n'avez aucune idée de quoi je parle. Et moi, je suis fascinée de voir quand j'enseigne en Master 2, des étudiants, mais c'est la même chose pour les autres masters, qui arrivent et qui ne savent pas ce que c'est que ssrn.com. ssrn.com, c'est... T'as vu ma tête. C'est Social Science Research Network. Okay. Et c'est la plus grande plateforme d'accès à la recherche gratuite, parce qu'en général, c'est les working papers, donc c'est la version juste avant la publication, et c'est gratuit. Et donc, si vous allez sur ssrn.com, donc j'invite tous les étudiants qui nous regardent à y aller, vous faites... Même d'ailleurs les professionnels, les experts comptables, les avocats, non, etc. la plupart, ça va être des papiers trop gros, parce qu'on parle de papiers de 80 pages et tout, donc vous faites votre mémoire, et vous tapez takeover, ou vous tapez class action, et tout d'un coup, vous allez voir un monde qui ressemble à rien de ce que vous lisez dans le JCP ou le Dalloz. Et donc forcément, ça me rend critique par rapport à ce que fait l'université et ce que font aussi du coup les éditeurs. Les éditeurs, mais aussi ce que produisent les auteurs C'est normal, un éditeur qui vise une clientèle d'avocats où ils ne vont pas lui fournir le papier de 80 pages. Ceux qui fournissent le papier de 80 pages, c'est le monde académique normalement. Donc s'ils ne le fournissent pas, il faut se demander qu'est-ce qu'ils font. Mais ils répondent à des consultations pour des cabinets d'avocats et ils gagnent mieux leur vie en étant payés par des cabinets d'avocats que par les universités. Ce qui est un peu un problème. Ce qui est un peu un problème, mais ce qui est le cas. Enfin, tu prends les plus grands profs d'Assas, Sorbonne, Dauphine, Nancy, Montpellier, Lyon, Bordeaux. En fait, non, je pense que c'est surtout Paris. C'est pas... Moi, je connais quelques professeurs. Non, mais si vous consultez un petit peu, c'est pas un problème. Très bien c'est pas un problème. Si vous consultez un peu, du coup, vous êtes effectivement en lien avec la pratique. Simplement, ce qu'ils oublient, c'est que leurs interlocuteurs, c'est les grands cabinets d'avocats. Et donc, ils ont une vision qui est forcément du côté des émetteurs ou des actionnaires de contrôle. C'est rare qu'ils vont consulter pour les actionnaires minoritaires. Donc, déjà, OK, vous êtes dans le monde de la pratique, mais vous avez déjà une vision, d'accord ? Et après, pour vraiment comprendre un système, moi, je pars du principe que c'est pour ça que je demande à mes collaborateurs et mes stagiaires de continuer à lire tout au long de leur carrière, c'est que vous ne pouvez pas tout apprendre juste en faisant de la pratique. Pour ça, il faut lire
en fait, de ce que sort la recherche académique au niveau mondial, que ce soit en law and finance, ou en law tout court, ou en finance tout court. Et donc, de mon point de vue, ça pose, pour être clair, un énorme problème que les professeurs de droit aujourd'hui, dans le monde des affaires, gagnent beaucoup d'argent en consultant majoritairement pour les émetteurs et les actionnaires de contrôle. Non, mais en plus, il faut le dire, il y a beaucoup de notes, et j'ai pas d'attaque contre les professeurs universitaires, pas d'attaque contre les mecs de conférences ou quoi que ce soit, mais c'est des opinions qui sont commandées, et quand elles ne sont pas commandées et qu'elles ne sont pas intéressantes, elles ne sont pas publiées et diffusées. Et donc moi, quand on me paye pour faire quelque chose, si ce que je rends ne convient pas à la personne qui l'a, elle me payera parce que j'ai fait mon travail et j'ai joué sur ma liberté intellectuelle. Mais non, mais ce qui va se passer, c'est pas ça, pardon Valentin, mais ce qui va se passer, c'est qu'ils sont appelés pour faire une opinion. S'ils voient que vraiment ça n'a pas de sens, et il y a une... déontologiquement, du coup... Mais ils le feront pas. Non, il y a quand même des profs qui le font, faut quand même pas... Il y a quand même des profs qui vont s'abstenir... Ah oui, non, mais ce que je te dis, ils font pas la note. Ah oui, exactement. Oui. Donc ça se joue pas à la note. Du coup, ils ont une idée de là où ils vont arriver, et forcément, ils vont accepter la mission si il va y avoir un aliment. Après, il y a des profs qui vont écrire sur commande et qui sont capables d'écrire n'importe quoi, tout en sachant que ça tient pas forcément la route. Et il y a même eu des cas où l'AMF s'est émue dans un dossier qui est le dossier Suez-Veolia, où il y avait beaucoup de tensions parce que c'était une offre hostile. Et l'AMF s'est émue du fait que certains professeurs avaient reçu un grand nombre d'opinions juridiques, et certains professeurs avaient réussi à raconter dans l'opinion juridique des choses qui étaient différentes qu'ils avaient publiées dans des articles au moment de l'introduction de la loi Florange, par exemple. Donc oui, il y a un problème. Je crois que je le dis assez clairement, il y a un problème au regard du Code de la fonction publique et au regard des règles déontologiques qui s'appliquent à la recherche. Un professeur de droit n'est pas un avocat. Comme un expert supposé indépendant n'est pas un expert purement contractuel, etc. Donc la question, c'est est-ce que les règles déontologiques s'appliquent ? Est-ce que le Code de la fonction publique s'applique ? Là, c'est un peu touchy comme sujet. Il y avait je t'ai vu une fois sur un plateau, je ne sais plus sur quelle émission c'était, mais c'était une émission qui avait été retransmise, je pense, sur ton site internet ou sur ton profil LinkedIn. Et tu expliquais quelque chose que je trouve extrêmement intéressant, c'est d'expliquer en réalité qui sont tes clients et qui te paye possiblement pour qu'on puisse considérer ton propos à sa juste valeur. Ça ne veut pas dire que si tu es payé par Suez 100 000 euros par an, tu vas forcément tout le temps plaider pour Suez. Mais on peut légitimement penser que même si l'influence est minime ou minoritaire, l'influence existe quand même, parce qu'il y a un lien économique. Bien sûr, mais un prof, c'est pas la même chose. Un prof, il y a des règles déontologiques qui l'obligent à faire thèse, antithèse, et après il conclut. Je suis d'accord. Mais juste parce que c'est important. Ouais. Au regard des règles déontologiques, un professeur doit essayer de, dans son opinion, voir où est la contradiction et expliquer en quoi les arguments qui seraient opposés ne sont à la fin pas valides. Quand vous êtes avocat, moi si je fais des conclusions, je vais aller dans un sens. Et puis si j'ai des éléments de la partie adverse qui ne me plaisent pas, je vais évidemment essayer un peu d'y répondre, mais je vais essayer de me tortiller pour ne pas y répondre. Donc, quand vous fournissez une opinion en tant que prof, vous avez cette obligation, parce que c'est une obligation d'indépendance. Cette obligation d'indépendance, elle est plus forte que celle de l'avocat. Ok, elle est plus forte que celle de l'avocat. Mais l'avocat, il a quand même une règle d'indépendance. Déontologiquement, c'est ce qu'on oublie souvent, c'est que, en principe, un avocat est aussi obligé de prendre un peu de distance vis-à-vis de son client. Donc, si son client lui demande de faire quelque chose qui est totalement absurde, qui a aucune chance à la fin de gagner, mais qu'on utilise le droit typiquement pour faire des procédures bâillons, et du coup, typiquement dans la presse, etc., et alors même qu'on sait qu'il n'y a aucun fondement juridique pour faire ça, et que le seul objectif n'étant pas de faire valoir le droit de ses clients devant un tribunal, mais de utiliser le droit comme une menace
et comme pour bâillonner les gens et de se retirer ensuite de la procédure, je considère qu'il y a une violation des règles d'indépendance des avocats. Mais les règles ne peuvent pas être les mêmes pour tout le monde, encore une fois. On peut pas... Et du coup, une solution, ça ne serait pas que les professeurs universitaires ou les maîtres de conférences soient dans l'obligation de publier en fait, leurs comptes sur ce qu'ils ont reçu. Oui, mais c'est ce qui se passe dans les facs américaines. D'accord, mais pas en France. Non, vous regardez le site de Sorbonne ou Assas, vous avez un profil qui n'est pas à jour du prof, et il n'a sûrement pas indiqué pour quel dossier il a fourni des opinions. Si vous allez voir à Yale, vous avez le prof qui a clairement distingué. Après, il ne faut pas trop non plus leur jeter la pierre. Non, mais je jette la pierre à personne. Là, on a un peu jeté la pierre. Mais dans le sens où ils sont très mal payés et qu'on n'a pas compris l'importance des profs de droit dans la construction d'un cadre juridique et institutionnel, et que si on voulait que ces dérives n'arrivent plus, il faut trouver un moyen de les payer mieux. Voilà. Et donc, donc mon propos, c'est pas non plus de tirer dans tous les sens. Et puis, encore une fois, il y a des profs, je veux insister, qui gardent leur indépendance. Mais bien sûr, et en plus, ceux que je vise, moi, j'en ai 2-3 en tête, et j'en ai pas non plus 25, si tu veux, que je peux citer comme mais étant, après, selon moi, des commandés ou des scribes. Il faudrait demander à l'AMF de sortir sa blacklist. Donc, concrètement, toi, les cabinets de la place, ils t'aiment pas trop, parce qu'ils défendent majoritairement les corporates. En tout cas, en apparence. De ce que moi je vois, en apparence, mais j'aimerais bien avoir ta réponse. Les patrons d'entreprise du CAC 40, ils doivent pas beaucoup t'aimer non plus. Ça, c'est pas pour les mêmes raisons, parce que, pardon, mais oui, pour le coup, si je frappe à la porte d'une grosse boîte, le dirigeant va pas être hyper ravi. Les avocats, c'est différent, parce que, en principe, après, oui, j'ai des conflits forts avec un tout petit nombre de cabinets, qui est lié au fait qu'on instrumentalise l'ordre des avocats. C'est un autre type de procédure bâillon, donc c'est pas devant le tribunal correctionnel pour diffamation, mais on joue des règles déontologie, et forcément, quand vous êtes attaqué à titre perso, et je pense que tout le monde le sait, il suffit de faire Le Monde, Vermeil, Bâtonnier, et ça sort, vous êtes évidemment pas content. Et surtout si vous gagnez à la fin, comme moi j'ai toujours gagné, vous n'êtes vraiment pas content. Et ma situation n'est pas unique, hein. Ça arrive malheureusement à l'avocat qui a lancé l'action dans H2O, qui a 9000 plaignants. J'ai une autre... C'est qui l'avocat qui lance l'action sur H2O ? C'est Dominique Stucki. Il a une décision extrêmement favorable du tribunal des activités économiques qui rend invalide toutes les procédures qui s'est pris à l'ordre. Et honnêtement, c'est honteux. Donc forcément, quand vous avez des confrères qui jouent sur ça, nous, on considère que c'est pas loyal. Voilà. Maintenant, vous avez des tas d'autres confrères avec qui ça va très bien se passer. Ils sont dans leur rôle, je suis dans mon rôle. Il faut qu'il y ait un minimum de loyauté, dans le sens... et de probité, de confraternité aussi. Oui, de confraternité. De dire pour qui je travaille, parce que forcément, si je me présente, je ne peux pas aller dire que je travaille pour des actionnaires si la vérité, c'est que je travaille pour des vendeurs à découvert. Et ça, c'est impossible. Et c'est la même chose vis-à-vis de l'autorité des marchés financiers. Pour moi, c'est extrêmement important qu'elle sache qui elle me paye. Donc il y a quand même des règles évidentes qui s'appliquent, mais... Comment ils le savent, ça ? Tu donnes tes comptes à l'AMF ? Quand j'écris à l'AMF, je dis qu'ils me payent. Ok. Tu dis à chaque fois qui est ton client et pourquoi tu écris ? Oui. Je savais pas que ça se passait comme ça. Ok. Non, c'est la moindre des choses. L'AMF, quand elle prend mon discours, pour la même raison que d'autres vont prendre mon discours sur les marchés financiers, pour moi, c'est très important qu'elle comprenne qui me paye, dans quelle situation c'est ou quel est mon objectif. Okay. Donc, pour revenir aux confrères, bien sûr, il y a avec des confrères avec qui ça se passe très bien, qui vont s'interdire tout simplement d'utiliser les procédures à l'ordre pour intimider, bâillonner, tout ce que vous voulez. Enfin, il faut dire, hein, je le dis publiquement, j'ai quand même été poursuivi à l'ordre selon une procédure d'urgence pour me suspendre à titre provisoire, pour troubler à l'ordre public, pour m'être exprimé dans la presse sur le dossier Casino. Sans parler des 2 procédures au fond que j'ai gagnées.
Le simple fait qu'une procédure d'urgence ait pu être déclenchée, c'est qu'il y a un dysfonctionnement interne. Après, évidemment, la procédure n'a pas prospéré. Mais comment on peut faire ça à un avocat ? Et donc, il faut savoir que la dernière fois qu'on a suspendu à titre provisoire un confrère, c'est qu'il a été mis en examen pour financement du terrorisme. Donc là, je prends le cas extrême qui m'est arrivé, mais quand ça arrive, forcément, là, il y a un conflit qui s'instaure. Et je pense que le conflit est assez connu sur la place de Paris. Mais sinon, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Chacun est dans son rôle. Et encore une fois, il y a un minimum, il y a des règles de confraternité, de mon point de vue de loyauté. Et puis aussi, ce qu'on oublie, c'est que moi, je suis issu du monde transactionnel. C'est qu'à la base, j'ai commencé ma carrière en M&A. Et quand vous faites du M&A... Non, j'ai commencé chez Clifford. Et quand vous êtes avocat transactionnel, beaucoup plus qu'avocat contentieux, en fait, vous cherchez à faire le deal. Donc, l'avocat d'en face, c'est pas votre ennemi, forcément. D'accord ? Puisque tous les deux, vous voulez que la transaction se fasse. Parce que, a priori, si elle ne se fait pas, ça va être un peu plus dur de payer vos fees. Le write-off va être beaucoup plus important. Voilà. Et donc, quand vous êtes dans cette logique-là, il faut essayer de voir, même dans une situation ultra contentieuse, comment vous pouvez arriver à un certain degré de coopération. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a des règles qui obligent les avocats de la direction générale, quand ils découvrent une fraude interne, elles les obligent à aller voir leurs clients, leurs clients et la société, mais aller voir la direction générale, lui dire qu'il y a cette fraude et que la direction générale réagit. Si elle ne réagit pas, la SEC oblige ce même avocat à aller voir le conseil d'administration. Moi, je voudrais que cette règle elle soit introduite. Si la règle était introduite, ça réglerait un grand nombre de mes problèmes que je peux voir dans mes dossiers sensibles. D'accord ? Ouais. Donc, il y a aussi un problème des règles du barreau qui ne sont pas forcément bien adaptées au monde d'aujourd'hui. Et il y a une absence de règles qui, au niveau des conseils des émetteurs, parce que l'AMF n'a pas encore fait, j'espère qu'elle le fera un jour, qui n'a pas suivi la SEC pour l'instant pour imposer des règles supplémentaires. Et par exemple, le bâtonnier de Paris, sans donner de nom, parce que je ne sais plus quand c'était ces affaires-là, je ne sais pas si c'était déjà Hoffman ou si c'était... Non, c'est vieux. Mais il leur dit pas, ou il te dit pas, bon non, vous arrêtez vos conneries, l'ordre c'est pas fait pour ça, arrêtez de nous faire chier avec vos procédures. Là, je peux en parler, il va y avoir une initiative justement, je parlais de mon confrère Dominique Stucky, mais d'autres avocats, en vue des prochaines élections du barreau, on va voir comment on peut amorcer un discours avec les candidats à l'ordre pour dire qu'il faut que ça se termine, quoi. Encore une fois, il y a des choses qui sont graves et qui méritent, bien sûr, des poursuites disciplinaires. Mais il y a tout un tas de sujets où il faut savoir que nous, ça nous prend de l'argent. Enfin, c'est de l'argent parce qu'il faut embaucher des propres avocats, parce que moi, je ne suis pas avocat spécialiste des règles d'ordre. Bon, maintenant, maintenant, t'es balèze. Mais ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, c'est du stress parce que ça touche à votre licence d'avocat. Bien sûr. Même moi, je dis, je préfère être poursuivi au pénal qu'au disciplinaire. J'ai fait l'objet de quand même 3 plaintes pénales dans le casino. Et t'as jamais été condamné ? Sûrement pas, et même j'avais pas la tête de l'emploi de l'association de malfaiteurs, donc on peut pas dire que la brigade financière ait pris la chose très au sérieux me concernant. Donc ça s'est rapidement terminé vite, et on m'a fait comprendre que j'avais pas besoin d'avocat dans la procédure. Donc je remercie le commandant, qui a pris sa retraite maintenant. Mais donc faut moi, faire des économies. Oui, des économies et disons que voilà. Non, mais je dirais, je préfère être poursuivi en diffamation pénale que être poursuivi au disciplinaire, et c'est un peu triste. Et parce que la procédure est beaucoup plus opaque. Est-ce que tu as un mot de la fin, Sophie, parce que tu dois partir il y a 2 minutes? Non, ce que je peux dire, je m'adresse aux jeunes quand même, et de dire que c'est pas facile en ce moment parce que le monde change à plein d'égards. L'intelligence artificielle va considérablement révolutionner nos métiers. Là, on voit les premières nouvelles aux États-Unis où les banques dégraissent. Vous avez moins besoin de juniors qu'avant. Donc ça, c'est forcément un souci. Et que la réponse, à mon avis, est dans la formation continue, dans la recherche de la pluridisciplinarité, parce que
La pluridisciplinarité, c'est l'innovation, puisque vous essayez de faire en sorte que des disciplines qui s'ignorent un peu, en fait, s'entrecroisent. Et donc, moi, le pari que je fais, c'est qu'on va redevenir... on va moins avoir l'approche en silo qu'on a eue toutes ces années. Dans les grands cabinets d'avocats d'affaires, on voit bien le nombre de départements, etc. Et j'espère qu'on va revenir à plus valoriser, en fait, les avocats dits généralistes, évidemment, dans un contexte de droit des affaires. On n'est pas en train de dire qu'il faut qu'ils fassent tout. Et je trouve que ça va être passionnant et qu'il ne faut pas que les jeunes se désespèrent, mais que par contre, il faut qu'ils soient prêts à se dire que leur formation initiale a été inadaptée et qu'il leur appartient de lire, de se former et de découvrir un monde que malheureusement, ils ne découvrent pas à minima avant le Master 2, quoi. Si quelqu'un veut te contacter, Sophie, que ce soit un collab, un étudiant, un stagiaire, je sais pas, un found qui écouterait ce podcast, il peut le faire sur LinkedIn ? Oui, en général, c'est rare que je ne réponde pas. Parfait. Sophie, merci. Tu es le premier podcast avec des avocats que je refais depuis très longtemps. Merci de m'avoir invité, Valentin. On a abordé des sujets un peu durs. Ouais, tu m'étonnes. J'espère que le message passera. Une chose pour les auditeurs qui ne le savent peut-être pas, mais je pense qu'ils l'ont compris s'ils en sont restés jusqu'ici, Sophie ne fait pas de langue de bois, c'est juste qu'elle est tout le temps scrutée et écoutée sur tout ce qu'elle peut dire, donc elle fait extrêmement attention à ses propos, notamment quand on parle de dossiers sensibles, pour faire en sorte de ne pas retourner devant l'ordre, devant la correctionnelle, ou d'avoir un truc qui sorte. Je ne suis jamais allée au correctionnel, mais j'ai été auditionnée par la brigade financière et ce n'est pas très agréable. D'accord, voilà. Donc je passe juste le propos pour que ça soit clair et compris par tous. Bon, on a quand même abordé des sujets durs qu'on aurait pu éviter si j'avais vraiment voulu jouer la langue de bois. Tu crois qu'on aurait dû ? Non. Non, c'était bien de pouvoir passer des messages, même s'ils sont forts et difficiles à entendre pour certains, mais il faut être conscient du monde dans lequel on est et qu'est-ce que ça coûte d'être avocat sur les marchés financiers. Parfait. Sophie, je te remercie. Merci encore de l'invitation. À très bientôt. Ciao, au revoir.